Salut à tous, j'avais envie de vous parler des Sixers, de lancer une petite discussion peut-être avec certains, ça m'intéresse, puisque on est dans une période où quelque chose devrait bientôt arriver vis-à-vis d'eux. L'NBA 2K21, c'est en train d'arriver, on se le garde sous le coude, parce qu'il va y avoir du bon, du très très bon à mon avis, dans pas longtemps avec le nouveau mode de jeu disponible. Voilà, on revient à cette vidéo. Il s'est passé évidemment ce que vous savez avec les Clippers, c'est-à-dire une situation d'échec constatée et le départ par accord mutuel, dirons-nous, de Doc Rivers. Son adjoint Sam Cassell a en fait mécaniquement suivi et on sait que là-bas c'est le chantier. Et du côté de Philadelphie, suite à cette saison qui s'est achevée dans la bulle, avec un constat malheureux pour les Sixers, en fait, Brett Brown a un peu servi de fusible pour le GM d'alors, qui était Elton Brand. Et c'est vrai qu'il y a eu un recrutement juste après, on va le voir. Mais dans l'immédiat, voilà, moi j'estime que Brett Brown a sûrement commis pas mal d'erreurs. À mon sens, il n'est pas le principal responsable de la situation dans laquelle se sont retrouvés les Clippers. Parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment plutôt le GM qui était responsable. On a vu qu'il a été maintenu. On a vu qu'il a été maintenu et que quelqu'un a été recruté pour être le nouveau directeur des opérations basket, c'est Daryl Morey. Donc bon là, pour le jeu évidemment, j'ai recruté Daryl Morey en tant que GM. Mais ça induit pas mal de choses. Parce qu'en fait, dans la foulée de Daryl Morey, beaucoup de trades peuvent survenir et on peut se poser pas mal de questions. On parlait de Doc Rivers juste avant, c'est pour ça. Juste avant de signer Daryl Morey, Doc Rivers a été recruté du côté des Sixers pour être head coach. Et d'ailleurs, il y a plusieurs types qui sont arrivés dans sa valise, dont notamment son ancien adjoint du côté des Clippers. On a nommé évidemment Sam Cassell. Voilà, donc la boucle est bouclée. Mais pour moi, ce qui va le plus influencer la suite en NBA, là, donc au cours de cette intersaison qu'on va avoir, on va dire à partir des alentours du 20 novembre jusqu'à, on va voir quand, parce que c'est pas encore tout à fait défini encore les créneaux, c'est euh, c'est la refonte du roster des Sixers, parce que je n'imagine pas une seule seconde que Daryl Morey fasse comme il a déclaré en tout cas dans les premiers temps. Ça c'est plutôt politique à mon sens, à savoir non non non, on va essayer avec ce roster là et on ne touche rien. Voilà, je ne crois pas du tout ce type d'affirmation. Alors le roster, il est celui qu'on connaît avant l'intersaison, c'est-à-dire on a un des meilleurs pivots qu'on puisse imaginer en NBA, quelqu'un d'ultra dominant, quelqu'un de d'hyper hyper fort, Joel Embiid. Doit-on jouer en fonction de Joel Embiid? On sait que déjà du coup le modèle brutal du côté des Rockets ne pourra pas être reproduit, puisque je vois mal quand même les Sixers se séparer de Joel Embiid. En revanche, ce que je pense, c'est que Al Horford peut être davantage sur la sellette. Alors, vous voyez par exemple cette troisième année restante à 26,5, en fait c'est une année où il y a énormément d'options, et notamment elle retombe à 13 millions si les Sixers ne sont pas allés en finale NBA au cours des années qui ont précédé. Donc là en l'occurrence, si Al Horford était transféré, la troisième année que vous voyez, elle ne serait pas du tout payée 26 millions. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête, puisque une équipe peut-être un peu plus en reconstruction, on verra après, pourrait d'autant plus accepter de prendre ce contrat-là, du fait que la troisième année n'est pas à plein pot comme affiché dans le jeu. Tobias Harris avait obtenu un très joli contrat de 5 années. Il n'est pas vieux, il n'est pas âgé, Tobias Harris. Il y a encore des choses à faire pour lui. À voir un petit peu de quelle façon ça peut se passer. Est-ce que son contrat est vraiment échangeable? Il est cher, c'est vraiment très très lourd tout ça. Moi, dans ma reconstruction, on va dire là que je vous propose, je me suis plutôt orienté vers le resituer au poste 4, ce qu'il est, en fait, Tobias Harris est plutôt un 4 en NBA actuel.
Je pense qu'il va falloir aussi conserver quelqu'un comme Korkmaz. Donc là, il y a une option équipe encore pour une année, mais je pense que c'est même le type de joueur qu'il faudrait oser prolonger quelques années. Hein. Le type de shooter, souvenez-vous, son game winner à Portland en saison régulière précédente. Souvenez-vous, à plein de moments, il était en feu et je crois beaucoup en ce joueur, Korkmaz à mon sens. Pour ce qui est de Josh Richardson, bon, c'est un joueur que j'adore, d'une part, mais si on est un peu plus neutre dans l'analyse, il a fait une mauvaise saison l'an dernier. N'était-ce pas parce qu'au final, on lui demandait des choses qu'il n'était pas forcément apte à faire, parce qu'il sortait par contre la saison précédente d'une saison à Miami, et cette saison-là avait été excellente. Donc, il reste une option, à mon avis, qu'il ne prendra pas à l'issue de 2020-2021 sur un contrat, donc on pourrait presque considérer comme expirant. Donc ça aussi, ça peut être un candidat pour un échange. Shake Milton est quelqu'un qu'on a progressivement découvert au fil de l'année précédente, qui a un contrat très faible puisqu'il est un choix de draft très très reculé, ce qui fait de lui une bonne affaire en fait sur un plan financier. Souvenez-vous des 40 points aux Clippers là en saison régulière avant que la saison s'arrête. Ça avait été assez dingue de voir que peut-être que ce type n'avait jamais eu suffisamment de minutes par rapport à ce qu'il devait mériter. À mon sens, Matisse Thybulle doit faire partie du projet futur parce que c'est un excellent défenseur. Il l'a déjà prouvé lors de son année rookie. Il a déjà une petite aptitude à shooter. Il va falloir progresser, ça va de soi, à ce niveau-là. Mais Matisse Thybulle, typiquement le genre utile dans une rotation, même pour un prétendant au titre, puisque justement il défend très bien. On peut l'envoyer en mission sur certains joueurs. Thybulle, à mon sens, ça se garde. Puis après, il y a évidemment le cas autour de Ben Simmons, la discussion, puisque le contrat il est sécurisé, puisque Ben Simmons va rentrer dans la première de ses 5 années solidifiées au niveau du contrat. Là, voilà, dans cette saison 2020-2021, il va être en première année à 29 millions. Donc l'équipe qui l'accueillerait aurait la certitude de le conserver pendant longtemps, ce qui est déjà un argument de poids dans la balance d'un trade. Et je me demande évidemment de quelle façon est-ce que les Sixers peuvent accepter de jouer avec un meneur qui ne shoot presque pas à 3 points, avec un intérieur qui n'a pas intérêt à s'écarter, et donc on a provocation d'embouteillage dans la raquette de manière assez massive, systématique et endémique. Donc il y a un petit quelque chose à régler, je pense. Alors je me suis lancé, je vous présente ma petite version de l'intersaison des Sixers. L'objectif, encore une fois, c'est pas de s'amuser à prédire l'avenir, c'est juste d'avancer des arguments, de lancer une discussion et puis d'échanger peut-être avec certains d'entre vous, ça me fera plaisir, pour essayer de... Parce que ça nous excite tous, les trades et le futur des joueurs NBA. Voilà, moi j'ai été chercher Drew Holiday parce que je me dis que Holiday, le temps est venu pour aller jouer chez un contender. Et la contrepartie entre un Al Horford qui apporterait de l'expérience, et Dieu sait si ça reste tout de même encore un excellent joueur, et Josh Richardson, qui peut être aussi une pièce très intéressante dans l'optique de la progression d'une équipe, la contrepartie, elle me paraît intéressante pour les Pelicans, d'une part, et pour les Sixers, ça me paraît un deal complètement gagnant. Il y a absorption de salaire un peu au passage. Hein. Ça veut dire que les Sixers sont contents, ils se débarrassent d'un peu de salaire. On a donc ces quatre-là qui partent, à mon sens, comme autour de Joel Embiid, avec Shake Milton, Korkmaz au minimum autour. Et à ce moment, il y a vraiment la question du meneur à se poser. Le meneur, doit-il être Ben Simmons ou est-ce qu'il faut oser aller provoquer quelque chose, un trade avec Ben Simmons? Sans surprise, je vais me rabattre sur quelqu'un qu'on connaît tous, qui sort d'une saison assez exceptionnel, c'est l'ami Chris Paul. Voilà. Je pense que au final, si les Sixers vont voir le Thunder et leur proposent ça, c'est-à-dire Ben Simmons contre Chris Paul, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le Thunder a tout intérêt à aller accepter ce type de deal.
Et du côté des Sixers, finalement, tu vas chercher quelqu'un qui a une chance d'essayer de porter l'équipe pour une tentative presque désespérée, non, n'exagérons rien, mais une tentative d'aller vers le titre avec Chris Paul, avec Jrue Holiday, avec Tobias Harris en 4 et avec Joel Embiid en 5. Après, c'est sûr qu'au niveau contractuel, du coup, l'équipe devient saturée à partir du moment où on fait ce mouvement-là. Le salary cap est déjà dépassé, et donc le petit problème, c'est qu'il va rester pas grand-chose pour aller chercher des compléments. Et on sait à ce stade-là que avoir une très belle équipe mais un banc un peu faible n'est pas forcément suffisant. Il faut bien penser à ce qui peut accompagner ces joueurs-là, surtout que Chris Paul a déjà eu des blessures dans sa carrière, importantes parfois suivant le moment aussi. On sait également que Joel Embiid peut avoir une certaine fragilité parfois. Donc j'ai été comme ça chercher des vétérans en me disant que par exemple un Ian Mahinmi peut avoir encore des choses à apporter, un Jeff Green également. Je pense que le petit jeune là était déjà donc du côté des Sixers, un Northern Pell. Je ne vois absolument pas pourquoi ce type-là ne pourrait pas être conservé parce qu'il a une bonne énergie et parce qu'il a finalement des choses à apporter. Puis après, c'est vrai qu'il restait plus énormément de possibilités au salaire minimum. Donc j'ai été chercher Justin Anderson, mais ça, c'est pas quelque chose que je pense que les Sixers feraient. Moi, à mon sens, ils iraient plutôt chercher sur le marché des buyouts dans un deuxième temps un poste 4 pouvant jouer éventuellement 5 et qui pourrait comme ça permettre, ouais, j'ai rajouté Wanamaker également, pour avoir une doublure finalement qui fait le boulot, même si c'est pas exceptionnel non plus. Je pense en tout cas que voilà, Northern Pell ne suffit pas évidemment, ni même Ian Mahinmi. Surtout bon, dans le jeu évidemment, les mecs régressent ou ne progressent pas suffisamment. Bon, ça c'est une simulation comme une autre, hein, mais c'est juste, c'est à mon sens pas représentatif de la réalité. Non, je pense que ce qui viendrait compléter cet effectif, par exemple, c'est un poste 4 qui peut jouer 5, vous savez, du type Markieff Morris ou ce type de joueur-là, qui vient comme ça pouvoir vous permettre de jouer petit, avec un petit poste 5, et des joueurs autour, tous capables de shooter. Et ça, on sait que c'est la tendance du moment. C'est le côté très analytics de Daryl Morey, et il m'étonnerait grandement que ce dernier ne mette pas sa patte sur l'effectif des Sixers, puisqu'il est maintenant le nouveau directeur des opérations basket. Voilà, président des opérations basket, c'est pareil. Donc, voilà un peu le projet. Je suis conscient du fait que perdre Ben Simmons au profit de la venue de Chris Paul, c'est quand même une sacrée opération, parce que tu perds quelqu'un qui a un énorme potentiel, qui a déjà un gros rendement, qui est un immense défenseur, mais qui au final ne s'épanouit pas réellement dans l'environnement de Joel Embiid. Je suis aussi conscient que on a là une agglomération de plusieurs joueurs. On n'est pas certain que la mayonnaise puisse prendre nécessairement entre Chris Paul, Jrue Holiday, Embiid, Tobias Harris. Il y a notamment la question du partage de la balle dans un cas comme celui-là. Chris Paul a besoin d'avoir la balle. Jrue Holiday est quelqu'un qui peut la tenir, mais qui est aussi capable d'exister davantage sans ballon par rapport à Chris Paul. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Quelqu'un comme Tybal ne demanderait pas nécessairement d'avoir la balle, lui il shooterait plutôt en catch and shoot, jouerait plutôt en catch and shoot avec un rôle plutôt défensif et finalement il lui reste plus qu'à acquérir une bonne adresse. Quelqu'un de Tobias Harris, il faut quand même le nourrir, il faut lui donner suffisamment la balle. Joel Embiid, il faut absolument lui donner la balle, mais à l'intérieur. D'où l'intérêt, en tout cas pour moi, d'entourer Joel Embiid de shooters, ou en tout cas d'hommes capables de shooter. J'ai fait un petit trade, j'étais allé recruter Kuruc, vous savez, des Nets. J'ai été chercher Kuruc,
en échange, je crois, oui, c'est ça, de Zaire Smith, c'est ça. J'ai été chercher Kuruc parce qu'à la limite, ce type de jeune joueur pourrait, à mon sens, Kuruc, il est sous-exploité, il sera un peu bouché au poste 4 dans la version des Nets qu'on pourrait bien connaître en 2020-2021. De ce fait, pourquoi ne pas être allé finalement chercher un type comme ça? Je pense pas que ce soit très très difficile pour les Sixers d'aller chercher Kuruc, par exemple. Voilà. Alors donc c'est amusant parce que ça commence avec une opposition, là j'ai un peu testé ce roster, ça commence avec une opposition face aux Pelicans. C'est plutôt intéressant, les Pelicans de Zion. Alors évidemment, on s'attend pas, enfin je sais pas vous, mais moi je m'attends pas du tout à ce que les Pelicans jouent autre chose qu'une éventuelle 8ème place en playoff l'année qui vient. Hein. À mon sens, c'est une équipe qui n'est pas du tout à maturité, qui aura encore besoin de grandir, et pour laquelle, regardez, c'est rigolo, prise à deux, on ressort dans le corner, qui est-ce qui swish? C'est Kuruc, précisément. Je pense qu'en tout cas, les Pelicans, c'est pas leur faire injure que dire qu'il va y avoir un petit moment là où ils vont devoir progresser, tout simplement. Ils vont devoir peut-être apprendre aussi à défendre de manière un peu plus efficace, donner aussi sa chance à Zion de jouer un maximum de matchs, parce qu'au final, on n'a pas vu Zion sur un très très grand échantillon depuis qu'il a été drafté. Et voilà, donc je suis pas choqué par le fait qu'il laisse partir Jrue Holiday, en tout cas. Et je pense qu'il faut laisser grandir cette équipe autour de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Zion Williamson, un papa comme Al Horford ou un joueur confirmé de NBA comme Josh Richardson. Ça peut faire partie du deal, en tout cas moi ça me choque pas. Et donc je pense pas non plus que contractuellement ils vont être très regardants. Je pense qu'ils sont capables d'accepter d'absorber du contrat s'ils ont en échange du joueur à développer. Ah, c'est marrant, dans la draft que j'étais obligé de faire pour cette partie-là, R.J. Hampton est le backup de Lonzo Ball. C'est lui que vous avez vu à l'instant marquer un panier un peu idiot. Donc voilà, après, quand vous avez Chris Paul dans l'équipe, vous avez forcément toute la science de ce type-là en termes de pick and roll, de capacité aussi à prendre des pull-ups qui sont bien sentis au bon moment. Bref, le type de joueur clutch qui va vous faire gagner des fins de match serrées, en fait, voilà. Et qui va surtout être un deuxième coach sur le terrain. C'est ça que je crois. Après, l'interrogation qu'on pourrait avoir sur la venue de Chris Paul sous Doc Rivers, ce serait de se dire, est-ce que les deux seraient capables de matcher ensemble, ou est-ce qu'il reste peut-être des animosités de la période Clippers? Finalement, c'est Clippers sous Doc Rivers. Je parle donc des Clippers de Chris Paul, de Blake Griffin, il y a quelques années, avant que le roster n'explose. Est-ce qu'il reste des animosités, ou est-ce que finalement les types sont prêts à écrire une nouvelle page ensemble? Ça, moi, vous savez, je suis pas dans le vestiaire. Je sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, j'avais enchaîné ensuite avec un petit challenge face aux Nets. Que ça, c'est intéressant. T'es à l'Est, t'es face à une équipe qui, à mon avis, avec Kevin Durant, devrait nécessairement compter. Donc je me suis amusé à mettre Chris Paul sur Irving et à mettre Matisse Thybulle sur Kevin Durant. Alors Thybulle est sous-dimensionné évidemment par rapport à Durant, mais par contre il peut considérablement l'embêter pour tout ce qui est départ avec le ballon, pour tout ce qui est harcèlement, je dirais, de tout genre. Donc pourquoi pas en tout cas. On va pas mettre Tobias Harris, à mon sens, pendant tout un match sur Kevin Durant, sinon on va s'en prendre 50 dans la poire. Voilà, donc ça a été un match amusant à jouer. Avec, on retrouve des séquences, ça fait du bien, je sais pas vous, mais moi, Kevin Durant me manque en NBA. Voir du très bon Kyrie Irving, ça me manque également. J'ai hâte vraiment que tout ça recommence. On a avancé la date là du 22 décembre. J'ai entendu qu'un accord commencerait à être trouvé
ou aurait même été déjà trouvé. Attention, la mismatch là, c'est amusant. Parce qu'on va se retrouver avec Embiid qui doit défendre sur Durant. Au moins, ça va à la faute. Ça évite le panier facile. Ouais, je sais pas trop, en tout cas, si ce sera vraiment le 22 décembre, mais si c'était le cas, ce serait une nouvelle exceptionnelle. Voilà, que la NBA reprenne à ce moment-là. Donc c'est vrai que, fort de notre construction d'équipe, on va dire, bah là, même si tiens, il y a l'analogue de Korkmaz en face, d'ailleurs, en plus fort, hein, probablement. Mais je pense qu'avec cette équipe-là, on peut tout à fait vraiment se régaler sur le shoot externe. On peut aussi faire jouer à Embiid de la manière dont il doit jouer, c'est-à-dire près du cercle. De toute façon, il est dominateur quand il est très près du cercle. Il n'y a pas grand monde qui est capable d'arrêter de jouer Embiid. Alors si en plus le garçon se met à bien jouer au lancer franc, par exemple, ça devrait être une arme de destruction massive. Voilà, et donc je me suis amusé. Voilà, c'est un match sur lequel on aura une fin qui est assez serrée. Quel rôle tient pour Dinwiddie du côté des Nets? Est-ce que le garçon ne va pas se lasser? À mon sens, ça devrait pouvoir se jouer. Il a l'air d'avoir quand même une mentalité particulière, hein, Dinwiddie. Je sais pas si vous suivez un peu l'actu on va dire, des racontards, des rumeurs, des machins à dit ceci, des trucs à dit cela de la NBA. Moi, j'ai toujours un peu bon, voilà, quand un joueur se signale souvent par des déclarations, j'ai quand même souvent tendance à me demander s'il ferait pas mieux de prouver sur le terrain plutôt que de blablater dans les médias. C'est toujours un peu spécial. Bref, fin de match. Est-ce que Caris LeVert restera au Nets? Honnêtement, c'est très difficile à prévoir. Est-ce que les Nets vont pas aller trader au final, profitant de la bonne valeur de LeVert, pour aller trader pour obtenir ah, c'est joli ça, pour aller obtenir une troisième star? Honnêtement, il y a toutes les interrogations que vous connaissez actuellement autour de Bradley Beal. Hein. On se demande, Bradley Beal, si l'aide défensive était arrivée à temps de la part de Jojo Embiid. Bradley Beal bougera-t-il? On annonce partout que pas du tout sur les deux parties, hein, que ce soit les Wizards ou bien le joueur lui-même qui est peut-être un peu moins catégorique. Bon, moi je demande à voir parce qu'il vient bien un moment où toute cette pression va peut-être provoquer un trade, surtout si une offre très convenable survient. Donc fin de match très serré. Chris Paul vient d'égaliser. On a Tybalt qui embête Kevin Durant tel une sangsue, ce qui permet de mettre en échec le génial shooter attaquant des Nets. Et ici c'est Tobias Harris qui vient marquer 2 points très très importants. Allez, il faut défendre. C'est ici que ça se passe, toujours le double screen. Celui-là a bien fonctionné, Durant aurait pu faire ficelle là-dessus, ça aurait été la même. Mais ça n'a pas été le cas. Et sur la contre-attaque, bon là c'est du tout hein. Sur la contre-attaque, tu as systématiquement le défenseur qui arrive après l'attaquant, ce qui fait qu'on a parfois des possibilités de conclure en contre-attaque qui sont peut-être un petit peu trop faciles. Les Nets ont raté le coach, raté le coach pardon, sur cette fin de match. Mais peu importe, à vrai dire. Peu importe qui gagne ou qui rate ce match. C'était juste pour tester un petit peu ce roster. La défense de Tybalt, là, surtout qui aurait été pas mauvaise sur Kevin Durant, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez des Sixers. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous dis à très très bientôt. On va évoquer la draft dans un futur très très proche. Bye bye.